7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir et bienvenue à votre émission, le grand dialogue de ce samedi 16 avril 2022. Nous sommes en direct encore une fois dans les antennes de Télé Saturne, en compagnie également simultanément avec Canal Africa 54 pour vous présenter ce grand dialogue de ce soir. Ce soir, nous allons parler de trois sujets qui minent l'actualité actuellement en République démocratique du Congo. Vous avez tous appris dans les milieux, en tout cas, des grands salons internationaux, ainsi que les salons de Kinshasa, les récents accords qui ont été signés récemment par le président de la République du Rwanda, le Burundi, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo pour l'adhésion de la RDC dans la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Ça, c'est le numéro un comme sujet. Le deuxième sujet sera consacré aux réfugiés islamistes qui seront acheminés vers le Rwanda à partir de l'Angleterre, du moins pour ces réfugiés qui seront refusés le droit d'asile au Royaume-Uni. Kagame a signé des grands accords avec le gouvernement britannique pour pouvoir reconduire ces réfugiés vers le Rwanda, dont on connaît le territoire est assez étroit. On ne sait pas comment il va contenir en tout cas ce flux de réfugiés qu'il voudrait ramener vers le Rwanda. Et le troisième sujet va également concerner le recrutement des sujets rwandais dans l'armée, avec dans la police nationale congolaise du côté de l'Est, au niveau de Goma, où on a appris justement que le commissaire adjoint provincial M. Ngoï Kesongo aurait recruté de jeunes Rwandais pour intégrer dans la police congolaise. Voilà. Et ces trois sujets, nous allons les décortiquer avec notre ami qui est en République démocratique du Congo. J'ai nommé monsieur Chimbalanga Ngoyi, qui est activiste politique. Monsieur Chimbalanga, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Je vous salue et salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, merci. Hein, comme je venais de l'énoncer, vous avez suivi les trois sujets de cette émission. Nous allons commencer par le premier sujet. Les accords récents de Nairobi entre le président Tshisekedi, le président Kagame et Museveni, ainsi que celui du Burundi, pour l'intégration de la RDC dans la communauté des pays de l'Est. Évidemment, je signale en même temps que le président Uhuru Kenyatta était aussi dans ces accords. Qu'est-ce qu'il en était au juste et comment les Congolais vivent cette situation sur place à la République démocratique du Congo? Bon, en fait, il ne faut pas dramatiser les choses. Ce qui se passe est que le jeudi dernier, le président de la République, Félix Tshilombo, était à Nairobi pour signer un traité sur la communauté de l'Afrique de l'Est. En fait, la communauté d'Afrique de l'Est, qu'on appelle en anglais EAC, c'est une institution régionale, essentiellement économique. En fait, lorsqu'on adhère là-bas, ou bien on signe un traité là-bas, on ouvre les marchés, on ouvre notre marché aux autres membres. Parce qu'il faut rappeler que la communauté d'Afrique de l'Est a désormais maintenant 7 membres, dont le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, le Sud-Soudan, l'Ouganda et la RDC. Donc, Uhuru Kenyatta, c'est lui qui gère actuellement la CIA en question. C'est pourquoi Félix Tshisekedi s'était rendu au Kenya pour faire entrer la RDC dans ces grands marchés-là. Donc, c'est un peu ça. Oui, mais faire entrer la RDC dans ces grands marchés, il y a une inquiétude par rapport à la présence du Rwanda, de l'Ouganda, tous ces pays qui menacent la République du Congo. Comment pouvez-vous nous expliquer cette logique? Comment les Congolais peuvent comprendre la logique de pouvoir collaborer, de pouvoir se retrouver avec ceux qui veulent du mal au Congo? Bon, ce que je dois d'abord rappeler est que la RDC
est le seul pays qui a adhéré dans presque toutes les organisations régionales et sous-régionales. Et en retour, on n'a toujours rien gagné. Et malgré ça, Félix Tshisekedi continue. Et d'ailleurs, si vous, dans ce mot de circonstances, à la fin, il a dit quoi? Il a dit que non, l'entrée de la RDC dans cette communauté d'Afrique de l'Est favorisera la paix et la sécurité pour tous. Vous voyez donc, c'est un marché économique où les autres pays voient les 90 millions de consommateurs congolais, ils prennent la RDC comme un grand marché où ils viendront vendre leurs produits. Lui, à son tour, il voit la paix et la sécurité dans une institution économique. Donc, Tshisekedi ne sait même pas, je ne sais pas s'il sait ce qu'il est en train de faire. Parce que on ne peut pas aller dans un truc qui est purement économique, comme vous venez de le signaler tout à l'heure, avec les ennemis. Le Rwanda, l'Ouganda. Est-ce que le Rwanda va mettre fin à son agression de l'Est parce que la RDC a adhéré à la CAC? Je ne crois pas. C'est juste une façon d'exposer encore la RDC et ils vont venir profiter des consommateurs. Et puis, c'est eux qui seront les gagnants, comme dans toutes les autres structures ou bien organisations internationales auxquelles la RDC a gagné. La RDC n'a jamais gagné. Mais on continue, comme on a des dirigeants qui n'ont pas, je ne sais pas s'ils ont la vision de ceux qui ne sont même pas des nationalistes. Ce sont des gens qui font des choses comme ça. Et puis, voilà où nous nous retrouvons. Alors, ça voudrait dire qu'au niveau de milieu politique, par exemple, quelle est la position de l'opposition congolaise actuellement par rapport à cette situation? Est-ce que l'opposition congolaise est d'accord du fait que le Congo, enfin la RDC adhère dans cette communauté des pays de la communauté de l'Est, où tout le monde porte la même analyse par rapport à l'approche avec les envahisseurs de la RDC? Bon, l'opposition congolaise est depuis l'accession de l'IDPS au pouvoir, c'est malheureux de le dire, mais il y a pas vraiment, nous ne sentons pas vraiment l'opposition. Avec Fayoulou, c'est vraiment du sommeil. Par rapport à leurs réactions, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Il n'y a que quelques forces vives, les activistes ou bien les citoyens lambda qui ont essayé de réagir. Mais ni le gouvernement, ni l'opposition, personne n'a réagi quant à ça. Donc, pour dire que l'opposition, il faut chercher, il faut une autre classe politique, il faut façonner notre position. Martin Fayoulou, je crois qu'il est fatigué. Il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur de l'opposition. Il faut que quelqu'un d'autre puisse surgir de ces milieux d'opposition-là pour mieux faire le contrepoids au pouvoir qui est en place. Sinon, c'est malheureux. Donc, aucune réaction de l'opposition congolaise par rapport à cette situation de l'Est, des récents accords? Oui, il n'y a aucune réaction. Aucune réaction, ni le secrétaire général de l'ECD, il n'y a aucune réaction de ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il en est de la société civile? Est-ce que la société civile également a gardé silence? Oui, bon, la société civile, si c'est la société civile qui est accro au pouvoir et les autres, on ne les a pas entendus. Peut-être nous, activistes en tant que membres aussi de la société civile, comme on peut le dire, qui avons essayé un peu de réagir, de faire un peu de bruit par-ci, par-là, mais la société civile comme telle n'a pas réagi. Elle n'a pas réagi. D'ailleurs, beaucoup de gens, il y a plusieurs complaisants dans ces jeux qui jouent au marché au DIP avec le Rwanda. Donc, souvent, l'affaire ou bien les dossiers où il y a le Rwanda, beaucoup de gens ont peur. Ils ont peur de se brûler les doigts. Voilà pourquoi ils essaient un peu de garder silence. Tout le monde, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et donc, ils font l'opposition la journée et la nuit, ils se taisent, c'est ça? Ou ils font la nuit ou la journée, ils se taisent. Qu'est-ce qu'il en est au juste finalement? C'est-à-dire que le Rwanda a déjà compris la faiblesse des Congolais. Hein? Oui, l'opposition actuelle est dans une démarche de dialogue. Parce qu'ils voient déjà les élections arriver et puis ils sont en train de tramer, ils sont en train de sombrer dans les noirs pour en train de chercher un dialogue pour savoir comment ils peuvent se retrouver en 2023
c'est ce qui leur intéresse. Ils sont là, ils sont venus dans la politique pour les postes. C'est un jeu de place pour les postes. Oh, toi que je me mette, et puis on continue. Je me retrouve, je m'enrichis, et puis ça va continuer comme ça. Donc, ils ne vont pas aller critiquer le Rwanda parce qu'il est membre de la CAC, critiquer, non. Ils ne font pas ce travail-là. Voilà. Essayons de voir un élément illustratif de passage du président Tshisekedi lorsqu'il avait rencontré la communauté congolaise de Nairobi, affaire du Kenya, ceux qui vivent de ce côté-là. Et pour l'intérêt de tous ceux qui nous suivent en tout cas, il est nécessaire que nous puissions vous montrer cet élément. À tout à l'heure. C'est dans une effervescence totale que la communauté congolaise du Kenya a reçu le couple présidentiel ce dimanche 10 avril au terme de la visite présidentielle de 3 jours. La rencontre s'est déroulée sous la forme d'une tribune de libre-échange avec les compatriotes vivant au Kenya. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a expliqué les avantages de l'intégration de la RDC à l'East African Community. Na masolo oyo tozalaki nango na ndeko na ngai président Uhuru Kenyatta likambo évidemment ya ba population na biso avantage ya ba peuple na biso ezalaki wana na kati ya masolo wana totalaki ndenge nini tokoki kosala de sorte que to se rapprocher davantage tosolaki neti par exemple likambo oyo ya ba communication boyebi te na East African Community mobimba normalement ba tarif donc lokwa soki bino awa boni bobenga Kinshasa to mboka mosusu na Congo eza cher mais normalement tokokoma lokwa tarif local ekokoma lokwa bozobenga tosololaki yango na ye azalaki koregrete abi kaka eza kaka basalaka yango kaka bango na Rwanda bapays misusu loka Uganda na Tanzanie mingi balingi likambo wana te nga abi bon ça etali bango mais biso loka tokoti na East African Community tokosala yango parce que nayebi ke kozala avantage mingi mpona bandeko na biso ya bazala. Voilà, vous avez entendu cet extrait de passage du chef de l'État dans cette rencontre avec la communauté congolaise. Il faisait rapport justement de sa rencontre avec le président Uhuru Kenyatta. Est-ce que cet argument tient la route? Non, mais lui là-bas, il ne fait que raconter des histoires. Je me rappelle d'une anecdote, lorsqu'il était venu pour la première fois parler à la même communauté, il les avait dit que je vais nommer l'informateur. Et puis quand il était rentré ici, il n'avait jamais nommé d'informateur. Donc je crois que ce sont des histoires. Il en a plein dans son chapeau. Il peut te sortir une histoire là dans son chapeau et puis te les faire avaler et puis il s'en va. Donc moi, je n'apporte aucun crédit à ce qu'il a dit là. C'est-à-dire que le président de la République est en train d'aller dans tous les sens, quoi. Il n'apporte pas de vraies solutions aux vrais problèmes des Congolais. Hein. Le problème, c'est qu'il y a un problème d'idéologie. On ne sait pas si nous sommes dans le socialisme, on ne sait pas. Tantôt on est dans le libéralisme, tantôt on est dans le socialisme. On ne sait pas où est le peuple d'abord. On ne voit pas les peuples d'abord. Lorsqu'on, vous l'avez dit, lorsqu'on va, un ambassadeur va distribuer des gens à la communauté, aux membres de la communauté qui sont venus des liasses, des dollars. Lorsque le président lui-même fait des dons de jeep ici qui coûtent des 40 millions, alors qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de routes, tout est impraticable. Vous pouvez me dire, nous sommes dans quelle vision? Le président de la République n'a pas d'idéologie. Il navigue à vie. Tout ce qu'il il est dans tout ce qu'il touche. Il peut toucher ici, toucher par là, toucher. Donc il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne de conduite. Il n'y a pas d'idéologie. Donc c'est un peu ça. Il navigue à vie. C'est quelqu'un qui n'a pas été préparé. Donc c'est les fruits même de l'impréparation et de l'amateurisme.
Non, mais c'est dangereux, c'est que vous êtes en train de nous dire qu'il n'a pas été préparé. C'est quelqu'un quand même qui a été dans l'opposition pendant plus de 35 ans, 37 ans par là. Et dire qu'il n'a pas été préparé, c'est quand même porter atteinte quand même à la dignité et à l'intelligence même de votre président de la République. Oui, mais vous devez savoir qu'ils étaient dans l'opposition. C'était une opposition où on brûlait les pneus. Ce n'était pas une opposition où on formait les cadres. Et d'ailleurs, si vous voyez aujourd'hui les membres, la qualité même des membres de l'IDPS, c'est la qualité la plus médiocre. La plupart des membres, il n'y a pas de cadres. Les membres de l'IDPS sont les gens, comment je peux dire, il n'y a pas de cadre au sein de ces partis politiques-là. Donc, on n'a pas pris le temps, l'IDPS n'a pas pris le temps de former des cadres. L'IDPS était dans ce qu'on appelait la diabolisation. Donc, nous sommes là, on diabolise le pouvoir. Mais on n'apporte pas de solutions. Maintenant, une fois qu'on les a mis au pouvoir, ils n'ont pas de solution parce que l'opposition, c'était quoi? Insulter, brûler des pneus, lancer des villes mortes, des manifestations. Mais une fois au pouvoir, vous allez lancer des manifestations au pouvoir. Non, voilà. Il faut maintenant gérer. C'est la grande question. Gérer demande des solutions. Voilà. D'accord. Gérer demande des solutions. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure de... Vous avez parlé tout à l'heure de l'ambassadeur Nyakeru, hein, qui avait distribué comme ça, au vu au sud de tout le monde, en plein air, de liasses et de dollars comme ça, dans la communauté. Nous allons d'abord regarder cet élément avant de faire les commentaires. Hein. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, posons mon à tout le monde. C'est ça 20 000, on peut avoir 10 000, on dit s'il vous plaît. nyonso oyo nazwaki na ntango wana yango oyo napesi mama oye mama pesa papa parna ye bapapa bazali na minute oyo napi kokende pardon. Voilà. Deuxième chose. Ok. naoki kosenga na minute oyo boyebi mboka na bino oyebi mboka na biso ngati nakoluka awa oki kozala mobolonga Oui. Donc toza na place tokoki kokutana ei bokutani place c'est mieux kaka ndo na ndenge mouvement eyaka kaka libela te biso bamama tokotikala biso na salle bango babima po totikala na kimia. Voilà, M. Tchimbalanga, quelle analyse faites-vous de cet extrait-là, la manière de faire, même s'il fallait quand même être généreux à l'égard de la communauté, ce qui est normal, mais est-ce que c'est de cette façon qu'il fallait procéder avec une caméra qui devait prendre les images vidéo et les lancer comme ça dans les réseaux sociaux? Oui, mais vous connaissez, M. Nyakeru, c'est quelqu'un qui a travaillé sous Kabila. Il était à la présidence comme chef du protocole adjoint. Et puis quand Tshisekedi arrive, il fait de lui les chefs du protocole. Et puis on va l'amener là-bas, le nommer là-bas comme ambassadeur au Kenya. Donc moi ça ne m'étonne pas. C'est un kabiliste. Il utilise déjà les méthodes qu'il utilisait dans le temps. Et puis ça continue. Il est là par des affinités familiales. Donc c'est pas quelqu'un qui a été placé là pour peut-être c'est ce qu'il connaît. Donc c'est pour des affinités familiales. La question qui se pose, ce qui nous fait mal, c'est de savoir l'origine de cet argent-là. Est-ce que c'est l'argent qui vient du trésor public ou bien c'est leur propre argent qui sort de leur poche? Et ce n'est pas possible. Si c'est de l'argent public, oui. Voilà, si c'est de l'argent public, ça fait très mal parce que ici il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a même pas du courant. Il n'y a pas du courant, il n'y a pas d'eau. Tout est difficile. C'est-à-dire le Congo est malade dans tous les sens, quoi. Où que tu ailles, où que vous alliez, en tout cas,
vous avez tout le temps des problèmes partout. Mais autant ils ont cherché. Bon, ma question, c'est de savoir pourquoi. Bon, être généreux avec la diaspora, c'est une bonne chose aussi. Hein. C'est des gens qui travaillent aussi des conditions difficiles. La générosité ne tue pas, sauf que la manière de faire, c'est au niveau de la manière de faire que nous nous interrogeons ici, au niveau des médias internationaux. Cette manière de faire là, est-ce que c'est normal? Oui, moi, je ne pense même pas qu'ils sont généreux. Moi, je pense juste qu'il y avait... Parce que la première fois quand Félix voyageait, on ne distribuait pas de l'argent. Donc, vous avez compris qu'on doit distribuer de l'argent parce que les gens sont fatigués. Ils ont déjà compris ces discours-là. Donc, pour essayer de corrompre ces gens-là moralement, ils essaient de leur donner de l'argent. Mais par rapport à la vidéo, bon, je ne sais pas qui a filmé. Peut-être c'est quelqu'un d'autre. Ouais, qui a filmé la vidéo. Oui, mais c'est quelqu'un dans la salle et sûrement qui a pris les images. Hein? Voilà. Oui. C'est quelqu'un qui en a fait pour montrer comment la République est gérée. C'est une bonne chose que de telles vidéos nous arrivent parce que c'est ce qu'ils font souvent. Voilà. Mais moi, je comprends que les troupes, les gens qui sont à l'extérieur sont déjà démobilisés. Ils ne croient plus dans son discours. C'est pourquoi il faut essayer de les corrompre. C'est ce qui se passe. Parce que la première fois qu'il est venu en Nairobi, il n'avait pas dépassé un sou. Partout, il était accueilli en roi et puis les gens ne veulent même plus entendre parler de lui. Donc, c'est pourquoi il procède un peu par cette technique-là. Voilà. Mais oui, ça nous dépasse la façon dont on gère l'argent de la République. Donc, l'argent de la République est géré comme l'argent d'un ligablo de quelqu'un qui se promène avec, aller gaspiller, donner aux gens. Donc, c'est très désagréable. Si c'était Kabila, je ne sais pas qu'est-ce que l'IDPS allait dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, j'ai dit qu'à l'époque de Kabila, si c'était Kabila qui s'est promené comme ça avec de l'argent, donc l'IDPS allait parler dans toutes les langues. Et vous pensez que Kabila ne le faisait pas? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit juste que non. Si Kabila l'avait fait et qu'il y avait des vidéos, l'IDPS parlera en toutes les langues. Parce que l'IDPS est là pour corriger tous les mots de la Kabylie. C'est ça l'erreur de l'IDPS. Donc l'IDPS ne peut pas tomber dans les mêmes erreurs que la Kabylie a fait. Donc l'IDPS doit corriger la Kabylie. C'est pourquoi on a fait des Tshisekedi du président. Ce n'était pas pour venir répéter ce que Kabila a fait ou bien vouloir limiter. Donc, c'était de faire autrement les choses. Bien. Sinon, ça ne valait pas la peine. Merci. Sinon, ça ne valait pas la peine. Nous allons aborder le deuxième sujet de notre émission de Grand Dialogue. Nous allons parler du sujet concernant justement Paul Kagame qui signe les accords avec le gouvernement britannique pour rapatrier les réfugiés qui sont en mal de reconnaissance des droits d'asile en Angleterre vers le Rwanda. Comment vous avez analysé la situation? Kagame qui prend les réfugiés ici en Angleterre pour les ramener au Rwanda. On connaît la superficie, en tout cas territoriale du Rwanda. Est-ce que le Rwanda, dans l'avenir, quelle est la projection que le Rwanda se fait de son accord avec la Grande-Bretagne à ce sujet? Et quelle est l'analyse des Congolais par rapport à la proximité que le Congo a avec le Rwanda? Est-ce qu'il n'y a pas risque que ces réfugiés entrent au Congo? Oui, j'aimerais d'abord commencer par dire que non, l'accord avec les Rwandais, avec la Grande-Bretagne, avec Londres, ça entre dans le cadre de la politique du Premier ministre actuel, Boris Johnson, qui après le Brexit a fait de l'immigration illégale son cheval de bataille. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on avait sollicité le Rwanda, il y avait aussi le Ghana. Et puis à la dernière minute, le Ghana s'est rétracté, le Rwanda est resté. Voilà. Donc c'est un accord, cet accord-là, c'est un accord de 144 millions d'euros. On va donner au Rwanda 144 millions d'euros pour accueillir tous ces gens-là, tous ces migrants-là, dont les nationalités ne sont même pas connues. Donc, on ne sait pas si ce sont des islamistes, si ce sont des djihadistes, on ne sait même pas. Parce que leurs nationalités n'est pas encore connue. Mais par rapport à la projection, c'est la crainte que tout le monde partage. Est-ce qu'avec la superficie du petit Rwanda,
comment le petit Rwanda va accueillir un monde, va accueillir des migrants dans son petit territoire là. C'est ce qui m'étonne. C'est là où je me dis, mais est-ce que derrière la tête de Kagame, il ne pense pas installer ces gens-là à l'est du pays, de la RDC? C'est la question qui taraude les esprits, parce que nous ne comprenons comment un petit pays comme le Rwanda, comment ces petits pays comme le Rwanda va accueillir des migrants. Ces gens-là iront où? Moi, je pense que derrière, il y a un plan. Kagame prépare quelque chose. Il est en train de préparer quelque chose. Et je vois ça d'un mauvais. Je ne le trouve pas. Ce n'est pas un humanitaire. Il n'est pas dans l'humanitaire. Dans tout ce qu'il fait, il y a un calcul politique derrière. Donc, je crains que ces réfugiés-là puissent tomber ou bien puissent un jour être entrés par l'est du pays et puis nous créer une catastrophe ici. Ok, à ce sujet, hein, il y a beaucoup d'inquiétudes un peu partout, même au niveau de la diaspora, beaucoup de réactions. Donc, je vais vous soumettre à une réaction qui a retenu notre attention dans les différents réseaux sociaux qui ont animé cette inquiétude pendant ces 3-4 jours. Suivons ce petit extrait. Bonjour à tous. Très grave ce qui est en train de se passer pour la République démocratique du Congo. Elle se fait attaquer dans tous les sens. Il y a une polémique qui est en train de se faire actuellement en Angleterre avec le gouvernement. Boris Johnson est en train de placer un accord avec Kagame, le président du Rwanda, afin que les réfugiés politiques musulmans rejetés par l'Angleterre soient reçus par le Rwanda contre 60 millions de dollars ou de 60 millions de pounds par an. Et il semblerait que l'argumentaire, c'est que le Rwanda dit qu'il s'est arrangé avec la République démocratique du Congo pour pouvoir placer des réfugiés à Goma, Or, ces mouvements de réfugiés sur le Rwanda datent depuis 2017, puisque le Rwanda avait déjà fait un accord avec Israël par rapport à des réfugiés que Israël ne voulait pas accepter. Des réfugiés de la Libye, des réfugiés de l'Afghanistan, donc tous des musulmans. Or, nous avons un problème d'ADF. Donc, nous comprenons pourquoi le Rwanda n'est pas content que la RDC ait fait un accord avec l'Ouganda contre les ADF. Parce que, en fait, ceux qui amènent... Alors, comment l'Angleterre peut s'accorder avec le Rwanda? Quel territoire le Rwanda a pour recevoir des réfugiés? Quel est ce territoire que le Rwanda a pour recevoir des réfugiés? En foi de quoi? Quel est le Parlement congolais qui a donné son accord pour qu'une partie de la terre congolaise accepte des réfugiés musulmans? Ok? Rejetés d'Israël, de l'Angleterre, de partout. Donc, voilà, votre rôle ici, c'est d'empêcher cette histoire-là. Ok? Je vais vous poster une série d'articles. Votre rôle, c'est d'empêcher ça. Ok? Et donc, forcément, si ce sont des réfugiés qui viennent s'installer, ils vont demander une balkanisation, ils vont vouloir avoir un État musulman au sein de l'Afrique centrale. Voilà. Il y a un risque qu'il y ait balkanisation, il y a un risque qu'il y ait la présence d'un État islamiste en Afrique centrale, et dit cette dame qui a réagi. Quelle est votre réaction à Kinshasa lorsque vous entendez la diaspora réagir en ces termes? Moi, ça me fait très mal parce que je vois ce sont les citoyens qui s'élèvent, mais les officiels, on ne les entend pas. Donc, on a quand même, parce que c'est ça qu'on nous a dit de la démocratie, non? Oui. La démocratie peut être directe ou bien indirecte. Indirect, donc, cela veut dire par ses représentants. Mais n'avons-nous pas de représentants? Quel est le rôle des députés? Quel est le rôle du président de la République? Et n'en parle pas. Donc, ce sont des citoyens. Elle a fait une belle analyse. La balkanisation est toujours en marche. Et Kagame, c'est un agent. C'est un homme qu'on utilise. Il est là, la balkanisation va venir à petit feu. Kagame est en train de mettre en place les plans
Ouais. Donc, elle ne se trompe pas lorsqu'elle dit que non, ces réfugiés-là viendront sûrement à Goma. Et si ce sont des islamistes, avec déjà des bombes, des explosions, on entend déjà à l'est, à Goma, à Beni, où on tue des gens avec des explosifs. Ce n'est pas pour venir nous dire que non, il y a maintenant l'État islamique, il y a maintenant les terrorismes à l'est, patati patata, il faut diviser. C'est tout ça, c'est cette logique-là. Mais nous, en tant que citoyens, nous lèvons la voix. Mais qu'en est-il des autorités qui doivent agir et qui contrôlent les présidents de la République, qui est les garants les garants les magistrats suprêmes, les chefs des forces armées, c'est lui qui doit donner l'ordre aux forces armées. Qu'est-ce qu'il fait? Silence radio. Les ministres, les députés, personne n'en parle. Maintenant, dites-moi, en dehors du peuple, qu'allons-nous faire, nous, peuple congolais? Mais on vous a appelé, on vous appelle au soulèvement populaire. Hein. C'est au soulèvement que la plupart des activistes, en tout cas, poussent les Congolais au regard des situations aussi injustes qui se passent dans votre pays. C'est prendre l'exemple, par exemple, du Mali, l'exemple du Burkina, l'exemple de la Guinée-Conakry, qui ont pris où les militaires ont pris les responsabilités. Ils ont été accompagnés par la population. Pourquoi est-ce que ceci n'est pas possible en République démocratique du Congo, où il n'y a que des gens qui passent le temps à discourir dans les médias? Pourquoi pas ces sursauts d'orgueil de la part de la classe politique et des militaires, par exemple, et changer les choses au Congo avec responsabilité? Oui, tous ces scénarios-là que vous avez énumérés, bon, ça peut arriver ici, mais ça sera difficile parce que nous sommes encore dans l'approche où nous devons encore réveiller encore les consciences. On voit les consciences alors que ça fait 20 ans, 23 ans que le peuple continue à crier la même chose. Mobutu est parti, tout le monde pensait que après Mobutu, les choses glorieuses vont arriver en République démocratique du Congo. Mais quel éveil de conscience vous allez faire? Kabila était là, 18 ans. Vous pensiez qu'au départ des Kabila, les choses vont changer. Eh bien, avec Tshisekedi, vous décriez encore Tshisekedi. Mais finalement, quel encore éveil de conscience les Congolais cherchent? Il faut passer à l'action. Les gens ne sont pas, les gens ne sont pas informés. Les Congolais sont encore dans les tribalismes, les Congolais sont encore dans les fanatismes. Donc, il y a tellement de mots qu'il faut encore éradiquer dans ces pays pour arriver à ces niveaux-là de soulèvement. Et donc, le soulèvement-là, ce n'est pas... Ben, le Rwanda a déjà compris la faiblesse des Congolais. Voilà pourquoi le Kagame se permet de faire ce qu'il fait. Et vous avez entendu dans ce document, la dame mentionner le fait qu'il y aurait eu accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à ce que la ville de Goma soit utilisée pour l'intérêt justement du Rwanda. Ça sous-entend en d'autres termes que ces réfugiés probablement viendraient vers le Rwanda, enfin vers Goma, au niveau des Gisenyi, tout ça, ils entreraient facilement à l'est du Congo vers Goma. Oui, mais je rappelle aussi que Félix Tshisekedi avait signé à Goma 5 accords avec Paul Kagame. Jusqu'à ce jour, le contenu de ces accords-là n'ont jamais été rendus publics. Donc, on sous-entend que dans l'un de ces accords, il y a peut-être un accord sur la ville de Goma pour accueillir les réfugiés. Parce qu'un président de la République a signé des accords, je ne sais pas si la RDC est devenue même sa petite famille, je ne sais même pas. On ne connaît pas les contenus de ces accords-là jusqu'à ces jours. Probablement. Oui, allez-y. C'est ce que j'ai dit maintenant. Comment on va discuter sur des accords dont on ne connaît même pas les contenus? Et parce que oui, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème au niveau du gouvernement qui ne sait pas rendre public justement les accords. Il y a un sérieux problème. En train de suivre un tel messier.
Oui, ces accords n'ont jamais été rendus publics. Et- On a même manifesté à l'époque. On a manifesté, mais jamais, on n'a jamais su si c'était quoi. Voilà. J'espère que vous nous Oui, écoutez. je vous écoute. Voilà, nous allons justement tendre vers la fin de l'émission. Hein. Nous entrons maintenant dans la dernière partie de l'émission pour acheminer justement dans la logique. C'est-à-dire que les accords ont été signés. Tshisekedi aurait signé des accords secrets avec Kagame pour faire entrer le Goma vers le Rwanda vers Goma, parce qu'il y a déjà l'aéroport international de Goma qui est utilisé par les avions, les avions rwandais qui atterrissent sur le plan international au niveau des Goma. Il y a une ouverture déjà internationale vers l'est du Congo par le Rwanda. Et nous avons un élément pour terminer cette émission où le major, nous avons dit ici, hein, Ngoï Kasongo, qui est le commissaire adjoint, le commissaire de la police, le commissaire adjoint provincial, qui aurait recruté donc des éléments rwandais à entrer dans la police nationale congolaise au niveau des Goma. Écoutons d'abord cette réaction d'un Congolais sur place qui décrit la situation. Nous avons un adjoint, commissaire adjoint provincial ici, qui s'appelle M. Ngoï Kasongo. M. Ngoï Kasongo, c'est le commissaire adjoint de la police. Ce commissaire adjoint de la police, qu'est-ce qu'il fait comme travail ici? C'est d'aller chercher les jeunes au Rwanda pour les enregistrer dans la police en République démocratique du Congo. Il en avait fait plus de 6000 jeunes du Rwanda, c'est-à-dire il va chercher les jeunes au Rwanda pour les donner les tenues et les enregistrer comme policiers ici, dans la province du Nord Kivu. C'est tout ce qu'il fait comme travail en fait. Vous vous imaginez? Et puis vous allez dire que c'est la population qui collabore avec l'ennemi. Vous êtes dans l'état de siège. Un commissaire adjoint provincial. Commissaire adjoint provincial, s'il vous plaît, de la PNC, qui va chercher les policiers, en fait les jeunes au Rwanda, qui va les recruter au Rwanda pour amener ces jeunes, plus de 6000, les amener à Goma et les faire traverser à Massissi, dans un endroit qu'on appelle Busunzu. Voilà, ça ce n'est qu'un extrait, hein. Sinon c'est un document de plus de 3 minutes, mais ce n'est qu'un extrait justement, un cri d'alarme que lancent les Congolais à partir de l'Est. Comment vous interprétez cette situation du commissaire Ngoï, commissaire provincial Ngoï Kasongo, qui serait même, il semblerait qu'il serait suspendu actuellement. Quelle est la réaction à Kinshasa? Oui, mais Kinshasa est toujours sous silence. Mais il faut encore rappeler que récemment, il y a les gouverneurs militaires, les porte-paroles du gouvernement militaire seulement à l'Est, il avait fait un communiqué sur les Rwandais, les deux Rwandais qu'ils avaient capturés. Mais après ce communiqué-là, les porte-paroles du gouvernement congolais ici à Kinshasa l'avaient contredit. L'avaient contredit. Et jusqu'à ce jour, on ne sait même pas la situation de ces deux rebelles là rwandais ces deux soldats rwandais qu'il avait capturés. On ne connaît pas, nous ne connaissons pas s'ils avaient été libérés. Vous voyez. Donc moi je crois que ces jeux-là, ce n'est même pas les majors là, c'est ce qu'il est. Je crois que ces jeux-là, c'est un jeu que joue Kinshasa avec le Rwanda. Il y a bel et bien eu des accords. Et ce sont ces accords-là qui sont en train d'exécuter. Mais en faisant des faux semblants, parfois en arrêtant, parfois en contredisant, c'est ce qui se passe. Mais ce qui se passe, la réalité qu'il faut dire aux gens est qu'il y a des accords pour céder la partie est de la RDC. Et d'ailleurs, vous venez de signaler encore que Rwandair a pris l'aéroport de Goma comme sa direction principale. Donc, quand Rwandair s'installe, Rwandair est en train de faire des travaux d'entretien à l'aéroport de Goma qui appartient à la RDC. Et il y a déjà la police rwandaise au niveau de l'aéroport pour sécuriser les travaux ou bien les affaires de Rwandair. Vous voyez? Donc tous les avions qui entrent, qui viennent de Rwanda et autres qui entrent à Goma ne sont pas contrôlés. Parce que cet aéroport-là
Et je ne sais même pas par quelle magie je peux l'expliquer. Appartient maintenant au Rwanda, donc c'est le Rwanda qui fait sa loi. Et ça, c'est sous l'IDPS. Sous l'IDPS, sous Félix Tshisekedi, que toutes ces choses-là se passent. Et il est dit mot. Ok, à ce sujet, nous allons écouter pour terminer l'émission Boris Johnson, justement, qui confirme ce dont nous venions de dire tout à l'heure par rapport aux accords entre Kagame et le gouvernement britannique au sujet des réfugiés islamistes déboutés de l'asile politique en Angleterre et qui pourraient aller directement trouver asile au niveau du Rwanda. Écoutons le Premier ministre britannique. Alors que le nombre de traversées illégales de la Manche a triplé en 2021, le Royaume-Uni fait une annonce choc. Toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni, ainsi que celles arrivées illégalement, depuis le 1er janvier, peuvent désormais être relocalisées au Rwanda. Selon Boris Johnson, ce petit pays d'Afrique de l'Est pourra accueillir des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir. Le Royaume-Uni et le Rwanda ont signé un nouveau partenariat conjoint en matière de migration. Dans le cadre de cet accord révolutionnaire, le Royaume-Uni fait un investissement substantiel dans le développement économique du Rwanda. Ceux qui s'y installent recevront le soutien, y compris jusqu'à 5 ans de formation, d'un logement et de soins de santé. Londres financera le dispositif à hauteur de 120 millions de livres, soit 144 millions d'euros. Sont concernés tous les étrangers entrés illégalement, d'où qu'ils viennent dans le monde, ou presque. Pour des raisons de sécurité, nous préférons ne pas recevoir les personnes de pays voisins, comme la RDC, le Burundi, l'Ouganda ou encore la Tanzanie. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire du Rwanda leur nouvelle patrie, un retour dans leur pays d'origine sera facilité. La date de mise en application de l'accord n'a pas été communiquée. Impossible pour le moment de savoir combien de migrants seront redirigés vers le Rwanda. Tandis que le gouvernement britannique présente la mesure comme un moyen efficace de lutte contre les passeurs, opposition et associations de défense des droits de l'homme dénoncent un projet inapplicable et inhumain. L'ONU a exprimé son inquiétude et affirme que le processus est illégal. Voilà, dans ce document, ce que j'ai compris, c'est que d'une part, il y a des réfugiés qui viendraient, enfin, de par le monde, ceux qui voudraient choisir le Rwanda comme leur deuxième patrie pourraient venir au Rwanda justement pour s'exiler. Et que d'autre part, ils n'accepteraient pas dans ce plan les pays voisins, c'est-à-dire des réfugiés venant de la RDC, de l'Ouganda ou de la Tanzanie, c'est-à-dire les pays frontaliers au Rwanda, des ressortissants de ces pays-là ne viendraient pas demander asile dans ce plan, à part d'autres qui viendraient de plus loin pour venir au Rwanda. Où est-ce que nous en sommes là? Oui, mais allez ici comprendre que là, nous sommes dans c'est de la géopolitique. Et ils font de la géopolitique. Et nous sommes là à nous plaindre avec des dirigeants qui sont complices. Parce que je ne comprends pas ce que Boris Johnson dit. Comment il peut dire que les réfugiés vont venir de partout dans le monde? Et puis il dit que non, le Rwanda va accueillir des dizaines de milliers. Mais sur quelle superficie? Donc, vous sentez déjà qu'il y a un plan derrière, il y a de la balkanisation derrière. C'est toujours le même plan des 60 qui est en marche. Mais on les fait sur des échelons. Donc, on ne va pas aller trop vite. C'est lentement et sûrement qu'ils sont en train de faire ces plans-là. Et il y a en place des politiciens qui font dormir les Congolais. Et entre-temps, le Rwanda est en train d'exécuter les plans pour lesquels Kagame a été placé au pouvoir par les anglo-saxons, dont l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est ce qui est en train de se passer là. Donc, moi, je ne fais que réveiller les Congolais au soulèvement, parce qu'en dehors de ça, je ne vois pas d'autres armes que nous avons, parce que les gens qui devaient nous représenter normalement, c'est là qui devaient nous défendre, ne les font pas. Donc, c'est malheureux, c'est malheureux. La RDC est devenue une vache à lait où tout le monde, on signe des accords par-ci, par-là, on nous fait entrer par-ci, par-là, et puis à la fin, c'est toujours nous, la RDC, qui
qui perd. Donc, c'est vraiment malheureux pour la RDC. Alors, pour terminer l'émission, hein, nous abordons la dernière question. Comment expliquer finalement, nous l'avons dit autrement de toute façon, hein, cette question, comment expliquer la passivité de la classe politique congolaise? Cette question, justement, est de haute importance parce que ce pays, quand même, est gouverné, ce pays a quand même un gouvernement, a des institutions qui fonctionnent. Mais comment expliquer que nulle part, il n'y a aucune condamnation, ni une insurrection qui viendrait de quelque part pour dire niet? Mais le Congolais accepte juste de subir que de réagir. Comment expliquer cette passivité-là au regard de ce danger qui court et qui est connu? Le danger est connu. Vous le dites vous-même, tous les Congolais le disent. Comment expliquer cette passivité, non seulement de la classe politique, mais des Congolais eux-mêmes, des citoyens lambda? Voilà. Pour la classe politique, j'aimerais dire que la plupart des gens que vous voyez, députés, ministres, présidents, ce sont en fait des espions. Donc, le pays est dans la main des espions. Il y a des gens qui sont devenus des députés grâce à tel pays occidental, grâce aux États-Unis et autres. Et ces gens-là ne défendront jamais les intérêts de la RDC. Ils sont là pour défendre les intérêts des pays qui les ont placés au Parlement. Il y a des gens qui sont devenus des ministres parce que Washington a décidé, parce que Paris a dit. Et qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Rien. On a un président de la République qui est devenu président par la volonté de Washington, par la volonté de Bruxelles. Il ne fera rien. C'est ce qui se passe. Voilà, donc nous avons des espions qui nous dirigent. Ils sont là. Quand leur maître les dit va, avance, il avance. Quand il dit non, stop, ne parle pas, il ne parle pas. Et vous allez voir, tous les politiciens, les dirigeants qui vont s'élever pour contester cette mesure, ce sont des gens qu'on est en train de chercher comment il faut les tuer, comment il faut les assassiner. C'est comme ça que ça se passe. Surtout dans les milieux institutionnels, le nom du Rwanda n'a jamais été évoqué, ni de Kagame. Lui, il est toujours innocent pour ce régime actuel. Mais dans les chefs de la population, je pense qu'il y a quand même une minorité qui est en train de comprendre ce qui se passe. En train de comprendre ce qui se passe et cherche comment influencer la masse. Parce que nous tous qui sommes en train de parler, nous sommes juste une minorité. Nous sommes une minorité et nous cherchons comment influencer la grande majorité. Parce que la grande majorité, elle est où? La grande majorité est dans les églises, elle ne s'occupe pas de la politique. La grande majorité est dans la musique. La grande majorité est dans les femmes, les bars, les terrasses, dans les hôtels. La grande majorité des Congolais est dans les fanatismes. Ce sont des gens qui sont prêts même à tuer quelqu'un pour un politicien, qui sont prêts à tout pour défendre Fachi Beton. Donc, nous avons aujourd'hui des gens, la population est même divisée. La population est même divisée. Et les gens qui ont un discours, ces gens-là qui ont un discours de lumière, d'éveil, on nous prend comme des ennemis. Donc, vous allez sentir qu'au niveau même de la population de la RDC, il n'y a pas de cohésion sociale. Voilà pourquoi tout ce que je venais d'énumérer freine une révolution. Cela freine un soulèvement qui peut-être s'est passé ailleurs avec les Mali et autres. Donc, le peuple congolais n'a pas encore atteint la maturité. Il ne suffit que de marcher, de parler avec les gens. Vous comprenez qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité. Donc vous pensez... Ils sont encore dans... Oui, mais ils sont encore... Ça fait 60 ans d'indépendance de ce pays quand même. Hein. Le Mali, est-ce que vous pensez que le schéma du Mali, de la Guinée, du Burkina serait souhaitable en RDC à ce moment-ci? Est-ce qu'il y a un souhait de la part des Congolais? Oui, il y a une petite frange des Congolais qui connaissent la situation qui se passe ailleurs, même si la majorité ne fait pas attention, mais il y a une fois de Congolais qui comprennent ce qui se passe ailleurs. Et moi-même, je l'ai dit aujourd'hui que non, les Occidentaux ne sont plus des partenaires crédibles pour la RDC. Merci. Ce sont des gens qui placent des espions. Ce sont des gens qui placent des espions et en train de chercher comment il faut balkaniser, comment il faut freiner les pays. Voilà. Donc, je crois que les schémas là, du Burkina, les schémas du Mali, c'est un schéma qui est utile aujourd'hui avec la RDC. Pourquoi pas ne pas même chercher un partenariat avec la Russie pour essayer peut-être de faire
faire le contrepoids aux États-Unis et autres pays qui ont pris la RDC comme leur chasse gardée, où ils viendront prendre tout ce qu'ils veulent, placer qui ils veulent, et puis pour leurs intérêts. Merci, Monsieur Chimbalanga. Merci beaucoup de votre intervention. Ça fait 52 minutes d'émission. Hein. Cette émission a été plus longue parce que nous avions des éléments à illustrer dans l'échange de cette émission. Et donc, notre dialogue s'arrête maintenant parce que nous avons quand même dit l'essentiel. Et donc, je vous remercie. Hein. Je remercie en même temps tous les téléspectateurs qui nous regardent à cet instant, ainsi que vous-même à partir de Kinshasa. Merci en tout cas pour votre disponibilité et votre analyse sur la question d'actualité actuelle en République démocratique du Congo. Monsieur Chimbalanga, merci et bonsoir chez vous. Je vous remercie et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci. À tout moment, nous allons vous contacter pour d'autres analyses à l'émission Le Grand Dialogue. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et nous allons vous recommander des éléments qui vont vous permettre justement de suivre notre chaîne au niveau international. Il est normal que nous vous disions que vous pouvez acheter notre décodeur qui peut vous permettre de suivre Canal Africa 54 à travers le monde. Vous pouvez utiliser ce décodeur, vous pouvez le placer chez vous, vous le connectez à votre téléviseur et vous voyez Canal Africa 54 ainsi que Télé Saturne. Nous sommes sur satellite et Eutelsat, nous sommes sur Taicom, nous sommes sur Hotbird, donc la télévision est diffusée sur le plan international à travers ces différents canaux. Et également, online, vous pouvez suivre notre chaîne de télé en appuyant sur l'application des Canal 54 et vous pouvez être en direct en suivant de manière simultanée des programmes que nous diffusons à travers Télé Saturne vers Canal Africa 54 à travers notre décodeur et à travers nos différents satellites à travers le monde. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Merci pour votre fidélité, chers amis téléspectateurs, où que vous soyez. Pour le moment, nous avons ainsi mis un terme à cette émission ce soir. Nous vous remercions et à très bientôt pour une prochaine édition. Au revoir.